Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans le programme universitaire des enseignements de physiologie animale de licence de biologie. Le 7e chapitre de ces enseignements est consacré à l'étude de la respiration des animaux et notamment des relations qui existent entre la respiration et le milieu de vie des animaux. Dans la précédente vidéo, qui constituait la seconde partie du chapitre 7, je vous ai présenté les mécanismes de la ventilation. Ventilation branchiale chez les télostéens, ventilation pulmonaire chez les amphibiens, les oiseaux et les mammifères. Je vous ai également montré l'importance fonctionnelle du surfactant chez les vertébrés à respiration aérienne, tels que les mammifères. Pour que la ventilation puisse remplir son rôle en toutes circonstances, elle doit donc avoir un débit ajustable en fonction des besoins. La ventilation doit être modulable pour s'ajuster aux besoins variables des animaux. Et c'est ce point que nous allons aborder dans cette vidéo. Cette troisième vidéo, qui poursuit l'étude de la ventilation chez les mammifères et les téléostéens, vise à présenter le contrôle de la ventilation. Et j'aborderai surtout dans cette vidéo le contrôle de la ventilation chez les mammifères, en m'appuyant notamment sur des données issues d'expériences à caractère historique, et notamment les expériences historiques classiques concernant la régulation de la ventilation sont par exemple illustrées ici au centre par des travaux qui ont été réalisés à la fin du XIXe siècle par un physiologiste appelé Léon Frédéric, qui mit au point une technique dite technique des circulations céphaliques croisées, que je vais vous présenter dans un instant, et cette technique lui a permis d'étudier les relations entre la teneur sanguine en dioxyde de carbone et la ventilation pulmonaire. Cette partie du cours vise à vous faire comprendre progressivement le schéma synthétique, qui est présenté ici à droite, qui résume l'ensemble des contrôles exercés sur la ventilation pulmonaire chez l'homme. Et je vous montrerai, à travers cette vidéo, l'importance que joue dans la régulation de la ventilation pulmonaire le système nerveux, et notamment l'encéphale et les nerfs, et plus précisément on verra le rôle important du bulbe arachidien dans l'encéphale, et on verra également le rôle important de fibres nerveuses sensitives. J'aborderai à la fin de cette vidéo quelques aspects concernant la régulation de la ventilation chez les téléostéens. Dans le plan général du cours, cette vidéo correspond à la partie 2.3 intitulée le contrôle de la ventilation, et on verra dans un premier temps le contrôle de la ventilation chez les mammifères, puis à la fin de la vidéo le contrôle de la ventilation chez les téléostéens. Parmi les stimulations qui influencent la ventilation, nous allons commencer par l'influence tout à fait majeure des stimulations chimiques, et notamment je vais vous montrer l'influence des gaz respiratoires sur la ventilation, par exemple ici chez l'homme, et on va regarder ce document qui est une figure qui montre les effets de la pression partielle alvéolaire du dioxygène, que j'appellerai par la suite la PaO2, exprimée en millimètres de mercure, et les effets également de la pression partielle alvéolaire du dioxyde de carbone, que j'appellerai la PaCO2, influence donc toujours cette PaCO2 toujours exprimée en millimètres de mercure. Donc voilà ici la PaCO2 qui est mentionnée. Et on va étudier l'influence de la pression donc partielle de ces gaz chez l'homme sur un paramètre que je vous avais présenté dans la dernière vidéo, qui est le paramètre VE, que j'avais appelé aussi QV dans la précédente vidéo. Ce paramètre VE, c'est le débit ventilatoire, qui est exprimé en litres par minute. Donc en ordonnée, le débit ventilatoire. Ici en abscisse, les variations de la PaO2, et puis on a des courbes différentes où on a fait varier la PaCO2. Alors pour comprendre cette figure, je voulais par ce tableau vous faire apparaître trois valeurs importantes. La première valeur importante, première ligne ici, c'est la valeur de la pression partielle en dioxygène dans l'alvéole ou dans le sang artériel, qui est d'environ 100 mm de mercure, qui est une valeur de référence. Et puis une deuxième valeur à connaître ici, la valeur normale de la pression partielle en dioxyde de carbone, aussi bien dans l'alvéole que dans le sang artériel, elle est d'environ 40 mm de mercure. Et c'est une valeur qui va très peu varier
la PaCO2 ne varie normalement que de quelques millimètres de mercure. Elle est extrêmement stable. On va voir d'ailleurs un des mécanismes qui contribue à cette stabilité. Et puis le débit ventilatoire, VE, c'est une valeur chez l'homme au repos qui est en fait inférieure à 10 litres minute. On l'avait calculé dans la précédente vidéo aux alentours de 7,5 litres. On va considérer une valeur ici arrondie à 10 litres minute pour un débit ventilatoire normal. Alors sur cette courbe, on peut retrouver les trois valeurs que je viens de vous mentionner. Le débit ventilatoire normal, il est ici, vous voyez, un peu en dessous de 10 litres minute. Donc ça, c'est les valeurs normales. La valeur normale de la PaO2, 100 mm de mercure, donc ce serait ici. Et une valeur normale de la PaCO2, c'est ce que j'ai encadré ici en rouge, aux alentours de 40, ici 42 mm de mercure. Alors, on peut tout d'abord observer cette figure d'une façon générale. On peut globalement dire qu'une diminution de la PaO2, donc quand on passe, vous voyez, de 150 ici à 30 mm de mercure, une diminution de la PaO2 entraîne une augmentation du débit ventilatoire, quelles que soient les courbes qu'on observe, à chaque fois, ça entraîne une augmentation du débit ventilatoire. Et puis maintenant, si on compare cette courbe à cette courbe, on voit qu'une augmentation de la PaCO2, si on passe par exemple de 42 à 48, entraîne aussi une augmentation du débit ventilatoire, puisque vous voyez cette courbe là est au-dessus de celle-ci. Alors on va maintenant faire une analyse plus précise des trois courbes. Et on va commencer par la courbe représentée par des triangles blancs. Ici, la PaCO2 est maintenue artificiellement stable à une valeur proche de la valeur normale. Elle est maintenue à 42,4 mm de mercure. Attention, la valeur est normale pour la PaCO2, mais par contre, elle est maintenue stable quel que soit le débit ventilatoire. Et bien ici, on observe que dans ces conditions, l'hyperventilation, donc l'augmentation de la ventilation, n'est constatée que si la PaO2 est inférieure à cette valeur seuil ici de 80 mm de mercure qui est mentionnée par ce trait rouge ici. On va maintenant regarder la courbe présentée par des cercles blancs, donc la courbe du haut. Ici, on a procédé à une augmentation modérée de la PaCO2. La PaCO2 elle a été augmentée seulement de 6 mm de mercure par rapport à la valeur précédente. On est passé de 42 à 48 mm de mercure. Attention, cette valeur est toujours maintenue artificiellement stable. Et on voit que en ayant augmenté la PaCO2, il y a une stimulation très forte de la ventilation. Stimulation très forte de la ventilation, même cette fois, si la PaO2 est supérieure à la normale, c'est-à-dire même si la PaO2 est supérieure à la valeur qui est notre valeur de référence ici. On peut donc en conclure que la ventilation pulmonaire est plus sensible aux variations de la PaCO2 qu'aux variations de la PaO2, puisque vous voyez ici, simplement avec 6 mm de mercure en plus pour la PaCO2, on a énormément élevé ici la ventilation pulmonaire. Alors attention, cette affirmation d'une plus grande sensibilité à la PaCO2 reste à nuancer. En effet, quand la PaCO2 est élevée, donc à 48,3 mm de mercure ici, on voit quand même que la moindre diminution de la PaO2 entraîne une augmentation de la ventilation, si on lit cette courbe de droite à gauche, même si la PaO2 est supérieure à la normale. Donc la PaO2, elle intervient quand même ici, vous voyez, tout le temps, dans ces conditions où la PaCO2 est anormalement élevée. On n'est pas dans les conditions normales de valeur de la PaCO2. Le troisième graphe que je voulais voir avec vous est le graphe présenté par des carrés blancs, donc la courbe présentée avec des carrés blancs ici. Alors contrairement aux deux courbes précédentes, la PaCO2 n'est maintenant plus artificiellement constante, elle n'est plus maintenue stable, mais on la laisse être modifiée par les variations de ventilation, c'est ce qu'on appellera la courbe PaCO2 variable. Et en effet, si on lit le graphe ici de droite à gauche, plus le débit ventilatoire va augmenter, plus l'élimination du CO2 sanguin va augmenter, et donc finalement plus la PCO2 va diminuer. Et vous voyez que vont figurer sur cette courbe les valeurs ici décroissantes
de la PaCO2 au fur et à mesure que le débit augmente. Donc 36,9, 36,4, 34,8, 34,5, 33,3. On est bien en dessous des valeurs normales de la PaCO2. Alors qu'est-ce qu'on observe ici? Dans ce cas où la PaCO2 est variable, la ventilation apparaît encore moins sensible à la diminution de la PaO2, si on la compare à la courbe avec en triangle ici. En effet, on observe cette fois une hyperventilation seulement au niveau du trait vert ici, c'est-à-dire seulement quand la PaO2 est inférieure à 60 mm de mercure. Alors comment l'expliquer ici? Parce que l'augmentation de la ventilation, qui est ici déclenchée par l'abaissement de la PaO2, va en fait diminuer la PCO2, puisqu'on la laisse ici varier. Elle passe, on l'a dit, de 36,9 à 33,3. Et cette diminution de la PCO2 va s'opposer aux effets hyperventilatoires de l'hypoxie. Une autre façon de l'exprimer, on a deux stimulations à effet opposé ici. Au fur et à mesure, on diminue la PO2, donc ça induit une augmentation de la ventilation, mais en même temps, l'augmentation du débit ventilatoire provoque une diminution de la PCO2, ce qui induit au contraire une diminution de la ventilation. Donc on a deux stimulations opposées, et c'est ce qui explique finalement qu'on observe une hyperventilation cette fois, non pas comme tout à l'heure à partir de 80 mm de mercure, mais à partir de 60 mm de mercure pour la PaO2. Alors ce mécanisme que je viens de vous présenter peut s'observer en haute altitude. Je le reprendrai à l'occasion de la 6e vidéo du chapitre 7 qui présente les adaptations à l'altitude. Et puis c'est finalement ce mécanisme qui explique aussi la faible sensibilité de la ventilation à une hypoxie modérée, à condition que la teneur en CO2 ne soit pas élevée. Donc quand la PCO2 alvéolaire ou artérielle est normale, c'est-à-dire quand elle est aux alentours de 40 mm de mercure, le seuil de la PO2 qui déclenche l'hyperventilation se situe alors finalement en dessous de 60 mm de mercure par le mécanisme que je viens d'évoquer ici. Alors après avoir vu que les gaz respiratoires influençaient la ventilation chez l'homme, je voulais vous montrer le mode d'action du CO2 sur la ventilation en démarrant sur une expérience historique qui est l'expérience historique de Léon Frédéric qui date de 1890. Alors les travaux historiques que je vais vous exposer sont des travaux qui datent du 19e siècle et on utilise à l'époque le dispositif expérimental qui est présenté ici. Alors on a un animal, par exemple un chien ou un lapin qu'on a d'abord anesthésié et cet animal porte une canule trachéale. Canule trachéale qui est reliée ensuite à un manomètre. Alors ici c'est un flacon rempli d'air qui joue le rôle d'un manomètre et ce manomètre est lui-même connecté à un stylet inscripteur qui est en contact avec un cylindre enregistreur qui est animé d'un mouvement de rotation et vous avez un papier sur ce cylindre enregistreur qui a été noirci au charbon et du coup le stylet va faire apparaître des traits blancs sur le fond noir du charbon. Alors ce système très simple de type pneumographe va permettre d'enregistrer en continu les mouvements respiratoires. Voilà le type d'enregistrement qu'on peut obtenir et ce type d'appareillage va permettre de déterminer notamment les variations du volume courant, tout simplement en observant l'amplitude des oscillations enregistrées. Par exemple ici, ça correspond à un volume courant normal. Et puis cette technique permettra aussi de mesurer, d'évaluer les variations de fréquence ventilatoire, tout simplement en comptant le nombre de ces oscillations par unité de temps. Et en utilisant cette technique de mesure des mouvements respiratoires, on va pouvoir ensuite tester les effets sur la ventilation de diverses situations expérimentales, comme par exemple l'effet d'un air respiré enrichi en dioxyde de carbone, par exemple, ou on le verra avec l'expérience de Hering-Breuer un peu plus tard, la section des deux nerfs crâniens numéro 10, qui sont appelés aussi les nerfs pneumogastriques ou nerfs vagues. Alors le rôle du dioxyde de carbone dans le contrôle de la ventilation pulmonaire a été étudié par le physiologiste belge Léon Frédéric en 1890.
90 et je vais vous présenter cette expérience à caractère historique. Léon Frédéric va travailler sur deux chiens, donc un chien A et un chien B, qu'il a au préalable anesthésiés. Les artères carotides, qui sont représentées ici, sont des artères qui sont situées dans le cou de l'animal et qui irriguent l'encéphale. Donc ce sont des artères qui vont conduire le sang du cœur et de l'aorte vers la tête. Frédéric va d'abord sectionner les carotides de chaque chien et il va les connecter avec les carotides de l'autre chien. En effet, quand on sectionne une carotide, on obtient deux bouts. On va obtenir un bout dit central qui est celui qui normalement est en connexion avec la tête et on obtient un bout périphérique. Le bout périphérique, c'est le bout qui est normalement en connexion avec le cœur, avec l'aorte. Et Frédéric va astucieusement ici relier le bout central de la carotide du chien A au bout périphérique de la carotide du chien B et réciproquement. C'est une technique innovante à l'époque et qu'on appelle la technique des circulations céphaliques croisées dont je vous parlais tout à l'heure dans l'introduction. En fait, la tête d'un chien se trouve irriguée par le corps de l'autre. Alors pendant la durée qui correspond à la ligne horizontale en pointillé mentionnée en bas, Frédéric va asphyxier le chien A, par exemple en obstruant sa trachée ou bien en le faisant respirer dans un ballon de caoutchouc dont l'air n'est pas renouvelé, c'est-à-dire dont le contenu en dioxyde de carbone augmente. L'asphyxie du chien A se traduit donc par une augmentation de la teneur en dioxyde de carbone dans son sang, donc ici notamment dans son sang carotidien, et je vous rappelle que ce sang carotidien va aller irriguer la tête de l'autre chien. Et il va mesurer les mouvements ventilatoires de ces deux chiens. Vous avez en haut l'enregistrement pour le chien B. Alors on voit ici que pendant l'asphyxie du chien A, eh bien le chien B va présenter une augmentation de la ventilation. Il va présenter une hyperventilation. On voit très nettement ici une augmentation de l'amplitude des mouvements respiratoires. Et Frédéric a aussi montré sur d'autres enregistrements qu'il y avait aussi une augmentation de la fréquence ventilatoire. Là, ça ne se voit pas, mais sur d'autres enregistrements, l'augmentation de fréquence peut paraître aussi visible. Et puis ici en bas, c'est l'enregistrement des mouvements respiratoires du chien A. Et on observe qu'au contraire, pendant l'asphyxie du chien A, eh bien, il va y avoir une diminution de l'amplitude des mouvements respiratoires. Donc il diminue ici légèrement. Alors attention ici aux échelles de temps. Les deux enregistrements ici que je vous ai positionnés ne sont pas effectués avec la même vitesse de rotation du cylindre enregistreur. En fait, la vitesse est plus lente pour l'enregistrement qui correspond au chien A ici, pour l'enregistrement donc du bas. Et puis, lorsque le chien A n'est plus asphyxié, donc lorsqu'on revient à une situation normale pour le chien A, eh bien l'amplitude des mouvements ventilatoires des deux chiens va retrouver sa valeur normale. Vous voyez, par exemple ici, on va revenir à un volume courant normal pour le chien B. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben voilà l'explication, en tout cas l'explication pour le moment de Frédéric, et puis on sera plus précis par la suite. Bien, l'asphyxie du chien A va se traduire par une augmentation ici de la teneur en CO2 dans le sang carotidien, et donc dans le sang qui va irriguer la tête du chien B. Et c'est cette augmentation de la teneur en CO2 dans le sang qui irrigue la tête du chien B qui va déclencher l'augmentation de la ventilation du chien B. Et du coup, comme la ventilation du chien B augmente, ben la teneur en CO2 dans son sang carotidien va diminuer, et puisque ce sang carotidien va venir irriguer la tête du chien A, ben ça va au contraire entraîner la diminution qu'on a observée pour la ventilation du chien A. Et cette observation conduit Frédéric à émettre l'hypothèse de la présence dans la tête du chien B, ici, de zones sensibles à l'élévation de la teneur du sang en dioxyde de carbone. Et nous allons voir en fait que ces zones réceptrices présentes dans la tête sont situées au niveau du bulbe rachidien et qu'elles sont en fait sensibles non pas directement à la teneur en CO2 dans le sang, mais qu'elles sont en fait sensibles au pH du liquide céphalo-rachidien. Et c'est ce mécanisme que je vais vous présenter dans le paragraphe suivant. Alors les données ont évidemment énormément avancé depuis ces
ces travaux historiques de Frédéric, et je vais vous présenter dans le paragraphe suivant le réflexe complet, qui est un réflexe nerveux permettant au dioxyde de carbone de réguler la ventilation. La valeur de référence de la PCO2, c'est aux alentours de 40 mm de mercure, 40-42 ici. Une augmentation de quelques millimètres de mercure seulement pour la PCO2 va suffire à augmenter la ventilation, va suffire à déclencher une hyperventilation, c'est-à-dire une ventilation qui est supérieure aux besoins métaboliques. On montre par exemple qu'une augmentation seulement de 5 mm de mercure pour la PCO2 dans le sang artériel va doubler la ventilation. Alors dans l'hyperventilation, on a une augmentation de l'amplitude ventilatoire, le volume courant augmente. On peut avoir aussi une augmentation de la fréquence des mouvements respiratoires. Et on peut noter qu'au contraire, de très faibles diminutions de la pression partielle en CO2 vont ralentir, au contraire, la ventilation, vont provoquer une hypoventilation. En quelque sorte, la ventilation s'ajuste aux variations de la pression partielle en CO2 dans le sang artériel. Dans les conditions normales, finalement, la PCO2 dans le sang artériel ne varie que de quelques millimètres de mercure par rapport à la valeur moyenne de base, qui est la valeur de 40 mm de mercure, qui est considérée comme une constante homéostasique. Et je vais vous montrer le réflexe nerveux qui permet justement le maintien de cette constante. Donc je vais vous présenter les différentes étapes d'un processus qui serait déclenché par une augmentation de la PCO2 artérielle. Une augmentation de la PCO2 artérielle, c'est ce qu'on appelle une hypercapnie. Et donc je vais vous expliquer les mécanismes qui sont déclenchés par une hypercapnie, bien que modérée, juste une élévation de quelques millimètres de mercure de la pression partielle en dioxyde de carbone dans le sang artériel. Alors le CO2 en fait ne va pas agir directement dans la tête comme on l'avait évoqué tout à l'heure. Le CO2 va diffuser rapidement du sang vers un liquide qui est présent tout autour de l'encéphale et de la moelle épinière et qu'on trouve aussi à l'intérieur de l'encéphale. Ce liquide, on l'appelle le liquide céphalorachidien ou liquide cérébrospinal. C'est ce qui est représenté ici en bleu sur cette représentation ici du système nerveux. Et puis vous avez un détail ici des cellules qui sont responsables de la sécrétion du liquide céphalorachidien. Ce sont des cellules épithéliales qui forment le plexus choroïde et qui vont en fait permettre un transfert d'éléments sanguins vers le liquide cérébrospinal. Ce liquide cérébrospinal, c'est une sorte de filtrat qui provient donc du sang et qui contient du glucose, du dioxygène, des vitamines, des ions, etc. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que lorsque la PCO2 augmente ici dans le sang artériel, du coup, elle va entraîner une élévation aussi de la PCO2 à l'intérieur du liquide céphalorachidien. Et le CO2, c'est un donneur d'acide en fait. Le CO2, il va en fait, par hydratation, fournir un acide, l'acide carbonique, et cet acide carbonique est lui-même donneur de protons. Et vous avez une enzyme sur laquelle on reviendra dans la prochaine vidéo, qui est une enzyme qui accélère la réaction d'hydratation du CO2 en acide carbonique, qui est l'anhydrase carbonique, qui est une enzyme qu'on trouve en grande quantité dans les globules rouges. On le reprendra dans la prochaine vidéo. C'est aussi une enzyme qui est présente par exemple dans les cellules épithéliales du plexus choroïde. Et cette enzyme catalyse en fait cette réaction d'hydratation du CO2 et c'est une réaction qui est réversible ici. Alors du coup, selon la loi d'action de masse, l'augmentation de du CO2 dans le liquide céphalorachidien va se traduire par une augmentation des H+ dans le liquide céphalorachidien. Mais contrairement aux globules rouges et contrairement au plasma, le liquide céphalorachidien ne contient pas de protéines ou presque pas de protéines qui puissent exercer un effet tampon et qui puissent donc qui puissent tamponner l'excès de protons. Et le liquide céphalorachidien ne contient pas de globules rouges. Les globules rouges participent, on le reverra, à la régulation dans le sang du pH. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à mesure que
va s'élever finalement la PCO2 dans le liquide céphalorachidien, le pH de ce liquide va diminuer. On a une équation qu'on appelle l'équation d'Anderson-Hasselbalch qui exprime le pH en fonction de la teneur en bicarbonate et en CO2. Donc le pH, c'est le pKa du système tampon dioxyde de carbone bicarbonate, qui est égal à 6,10 à 37 degrés, plus le log de l'alcalin, la concentration de l'alcalin, qui sont les ions bicarbonate, divisé par la concentration ici CO2, donc en concentration finalement du donneur d'acide, et la concentration en CO2, rappelez-vous la loi ici de Henry, elle est égale au coefficient de solubilité du CO2 dans le plasma, multiplié par la pression partielle en CO2 dans le plasma. Donc finalement, si la PCO2 s'élève, le pH va donc diminuer, et donc une hypercapnie de départ, donc une augmentation de la teneur en CO2 dans le sang, va se traduire finalement par une acidification du liquide céphalorachidien, en fait bien avant qu'une acidose sanguine apparaisse. Je vous parlerai tout à l'heure des effets de l'acidose sanguine sur la ventilation. Alors ces protons en excès, ces ions H+, ici excédentaires, vont activer des chémorécepteurs, ou on dit aussi des chimiorécepteurs centraux, qui sont situés dans le tronc cérébral, et plus précisément dans le bulbe rachidien, qui est la partie inférieure du tronc cérébral. Ces chémorécepteurs ou chimiorécepteurs sont en réalité des neurones spécialisés qui sont sensibles au pH du liquide céphalorachidien. En effet, la diminution du pH va inhiber les canaux potassium qui sont présents sur la membrane de ces neurones chimiosensibles, ce qui va bloquer les flux sortants de potassium. Vous vous rappelez que le potassium, c'est un ion qui a tendance à sortir des cellules, et donc ça va maintenir une dépolarisation membranaire de ces neurones. Ces neurones chimiosensibles font synapse avec les neurones des centres respiratoires du bulbe rachidien, centres respiratoires qui font des réseaux neuronaux complexes dont je vous parlerai un peu plus tard dans ce cours. Donc je reprends ici, l'activation des chimiorécepteurs centraux par l'acidité finalement va conduire les centres respiratoires du bulbe rachidien à activer la ventilation par le biais de la voie nerveuse efférente ou motrice, notamment les nerfs phréniques, vous vous rappelez, qui commandent la contraction du diaphragme. Donc par le biais de cette voie nerveuse afférente, on va avoir finalement une activation des muscles inspiratoires, et il s'ensuit une augmentation de l'activité des muscles inspiratoires, et donc finalement une augmentation réflexe de l'amplitude et possible aussi, voire aussi de la fréquence respiratoire. On a donc une hyperventilation, et cette hyperventilation permet d'augmenter l'évacuation du dioxyde de carbone sanguin, ce qui conduit finalement à une diminution de la pression partielle en CO2 dans le sang artériel, pression partielle en CO2 artérielle, qui revient donc ainsi à sa valeur normale. On peut reprendre ici sur ce schéma synthétique qui va regrouper tout un tas de données qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir. On va simplement regarder ce que je viens de vous présenter ici. Eh bien, le point de départ, c'était une élévation de la PCO2 dans le sang artériel. Cette élévation de la PCO2 a conduit à une diminution du pH dans le liquide céphalorachidien. Cette acidité a stimulé les chémorécepteurs centraux, qui sont représentés ici par cette couleur vert clair, bleu clair. Ces chimiorécepteurs vont ensuite activer les centres bulbaires respiratoires. Centres bulbaires respiratoires qui vont par le biais des voies motrices, notamment le nerf phrénique, les nerfs intercostaux. Cette voie motrice va activer les muscles ventilatoires et donc va déclencher une hyperventilation. On a en fait un mécanisme réflexe, mais qui est un réflexe purement nerveux, avec un stimulant, les protons, avec un centre intégrateur, le bulbe, avec une voie nerveuse motrice, les nerfs moteurs de la ventilation, avec des effecteurs, les muscles ventilatoires, et avec une réponse ici qui est l'hyperventilation. Ce réflexe nerveux vise à réguler de façon très rapide, puisqu'il est entièrement nerveux, la PCO2 artérielle, qui du coup apparaît comme une constante homéostasique régulée par le biais de ce réflexe. Ce réflexe nerveux permet aussi
la régulation du pH plasmatique, puisque l'augmentation du PCO2 dans le sang va conduire aussi à une acidose, à une acidité. Donc ça permet aussi de réguler le pH plasmatique et ça permet aussi finalement de réguler le pH dans le liquide céphalo-rachidien et finalement dans l'encéphale. Alors ces chimiorécepteurs centraux sont très importants dans la détection finalement du signal initial qui est l'élévation de la PCO2. Je vous ai dit que ce stimulus était très important dans le contrôle de la ventilation, mais il existe d'autres types de récepteurs dont je vous parlerai dans le paragraphe suivant, mais qu'on va évoquer quand même ici, qui sont les chimiorécepteurs périphériques artériels, qui sont représentés en rouge ici, et qui sont en fait sensibles, on le verra notamment surtout au dioxygène. Ces chimiorécepteurs sont localisés au niveau de l'aorte, au niveau de la crosse aortique et au niveau du point de bifurcation des carotides. Ils sont situés au niveau du glomus carotidien et du glomus aortique. Et ces chimiorécepteurs ou chémorécepteurs périphériques sont aussi un petit peu sensibles à la pression partielle en CO2 dans le sang artériel. Ils vont être aussi activés par une augmentation de la pression partielle en CO2 dans le sang artériel. Et ces chimiorécepteurs périphériques, on le reprendra, sont reliés par des afférences nerveuses, donc par des fibres nerveuses sensitives, au centre respiratoire du tronc cérébral qui commande ensuite la motricité ventilatoire. Après vous avoir montré l'importance du dioxyde de carbone dans le contrôle de la ventilation, je vais vous montrer que le dioxygène peut aussi devenir un stimulant majeur de la ventilation, mais dans des conditions un peu particulières. C'est le paragraphe, le mode d'action du dioxygène sur la ventilation. Nous avons vu dans les courbes précédentes, notamment la courbe qui correspondait à une pression partielle en CO2 variable, que en l'absence d'hypercapnie, donc lorsque la pression en CO2 est normale, la PO2 dans le sang artériel doit fortement diminuer pour influencer la ventilation, pour commencer à activer la ventilation. Il faut que la PCO2 descende en dessous de la valeur seuil qui est pointée par le trait vert ici, donc en dessous de 60 mm de mercure, pour qu'à ce moment-là, on commence à observer une réponse ventilatoire. À partir de 60 mm de mercure, toute diminution de la PO2 entraîne une augmentation réflexe importante de la ventilation. Mais par contre, tant que la PO2 dans les alvéoles et le sang artériel demeure supérieure à 60 mm de mercure, l'hémoglobine, qui est un pigment contenu dans les globules rouges et dont nous reparlerons dans la prochaine vidéo, l'hémoglobine est à ce moment-là presque complètement saturée en dioxygène. On est dans la portion qu'on appelle le plateau de la courbe de saturation de l'hémoglobine. Et donc dans ces conditions où la PO2 est en dessus de 60 mm de mercure, l'individu n'est pas en hypoxie. Il faut que la PO2 artérielle soit inférieure à 60 mm de mercure pour que le sujet soit en hypoxie. C'est par exemple ce qu'on observera en haute altitude. On y reviendra dans la 6e vidéo du 7e chapitre. Donc c'est seulement lorsque la pression partielle en dioxygène dans le sang artériel devient inférieure à 60 mm de mercure que cette PO2 artérielle devient le principal stimulus de la ventilation. Et je vais vous présenter le mécanisme justement qui est déclenché par cette hypoxie. Donc le point de départ ici, c'est l'hypoxie, c'est un abaissement de la PO2 artérielle en dessous de 60 mm de mercure. Cette hypoxie constitue le stimulus qui va activer les chimiorécepteurs qui sont représentés ici en rouge, qui sont des chimiorécepteurs périphériques et qui sont des récepteurs sensibles à la PO2 artérielle. On a dit qu'ils étaient aussi un peu sensibles à la PCO2 artérielle. On verra tout à l'heure qu'ils sont aussi sensibles au pH artériel. Donc ce sont ces chimiorécepteurs qui vont détecter la faible PO2. Et ces récepteurs sont présents à deux niveaux. Ils sont localisés au niveau du cou, au point de bifurcation des artères carotides, au niveau d'une zone qu'on appelle le corpuscule carotidien ou glomus carotidien, qui est représenté ici par ce rond rouge. Et puis vous avez également des chimiorécepteurs périphériques au niveau thoracique, un peu plus bas, ici au niveau de la crosse aortique. C'est ce qu'on appelle le glomus aortique, qui est représenté ici par cet autre rond rouge.
ce qu'on appelle un glomus, c'est un petit amas de cellules qui consomment beaucoup d'oxygène et qui sont donc particulièrement sensibles à un abaissement de la PO2. Alors les principaux détecteurs de la PO2, ce sont en fait les chimiorécepteurs ou chémorécepteurs périphériques présents ici à la bifurcation des carotides. Alors ces récepteurs vont réagir à un abaissement de à un abaissement de la pression partielle en oxygène dans le sang artériel et vont conduire à ce moment-là à une propagation de signaux afférents le long de fibres nerveuses sensitives. En fait, moins il y a d'oxygène et moins la fréquence des potentiels d'action sur ces fibres sera importante et ça va entraîner ensuite une réponse au niveau des centres cérébraux. Deux nerfs sensitifs sont impliqués ici dans la propagation de ces signaux afférents. Tout d'abord le nerf de Hering qui est issu du glomus carotidien, c'est-à-dire qui est issu en fait des chimiorécepteurs qui sont situés à la bifurcation des carotides, et ce nerf de Hering va rejoindre le nerf crânien numéro 9 qu'on appelle aussi le nerf glossopharyngien. Le faisceau des fibres du nerf de Hering, donc là, la branche ici du 9, va contenir des fibres nerveuses sensitives qui vont à destination des centres nerveux contrôlant le cœur et les vaisseaux. Et puis vous avez également d'autres fibres nerveuses sensitives qui, elles, sont à destination des centres bulbaires respiratoires. Et c'est elles qui vont nous intéresser ici. Le deuxième nerf impliqué dans la propagation de ces signaux afférents provenant des chémorécepteurs périphériques est le nerf ici de Sion, nerf de Sion qui est issu du glomus aortique, c'est-à-dire qui est issu des chémorécepteurs situés dans la crosse aortique, et ce nerf de Sion va rejoindre le nerf crânien 10, le nerf vague, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Alors ces voies afférentes vont conduire finalement à activer dans les conditions d'une hypoxie les centres respiratoires bulbaires, et vous avez à ce moment-là mise en route de la voie nerveuse motrice, la voie efférente, les centres respiratoires bulbaires activant les neurones moteurs qui vont commander les muscles respiratoires, exactement comme on l'a vu tout à l'heure, avec une réponse d'hyperventilation, laquelle permet d'augmenter la PO2 dans le sang et donc de ramener cette PO2 à sa valeur normale. Finalement, si on veut tirer un bilan de ce réflexe, on est en présence d'un réflexe nerveux, purement nerveux, avec des récepteurs, une voie sensitive, des centres intégrateurs, une voie motrice. Ce réflexe nerveux vise, comme tout à l'heure, à réguler de façon très rapide un paramètre, ici la pression partielle en dioxygène dans le sang artériel, mais seulement dans des conditions, cette fois, où la PO2 est dangereusement abaissée, seulement dans des conditions d'hypoxie. Ce réflexe, qu'on vient de voir, ne joue donc pas normalement de rôle important dans la régulation continue de la ventilation, contrairement au réflexe précédent où intervenait la pression partielle en CO2. Une remarque importante ici, la PCO2 et la PO2 alvéolaire, qu'on a vu tout à l'heure influencer la ventilation dans les courbes chez l'homme, eh bien ces pressions partielles alvéolaires influencent finalement la ventilation de façon indirecte en agissant sur la PO2 et la PCO2 du sang artériel et également sur le pH du liquide céphalorachidien. On va terminer l'influence de ces facteurs chimiques, de ces stimulations chimiques, avec l'influence et le mode d'action du pH artériel sur la ventilation. Alors en fait, le pH plasmatique va aussi influencer la ventilation. Par exemple, lors d'un exercice musculaire, vous allez avoir, notamment si cet exercice est un exercice en anaérobie, vous allez avoir une accumulation d'acide lactique et le sujet va se trouver en acidose métabolique, c'est-à-dire il y a un sang qui n'a plus un pH de 7,4, mais le pH va se trouver abaissé. On reprendra l'adaptation à l'exercice physique dans la 5e vidéo du chapitre 7. Alors ce qu'on observe, c'est que dès qu'il y a une diminution du pH sanguin, eh bien ça va entraîner une augmentation du débit ventilatoire par le biais d'un réflexe que je viens de vous présenter ici, qui met en jeu, encore une fois, des chimiorécepteurs. Alors, contrairement au CO2 qui, on l'a vu, diffusait très bien du sang au liquide céphalorachidien,
les ions H+, diffusent plutôt mal du sang au liquide céphalo-rachidien. Ils traversent mal la barrière hémato-encéphalique, qui est une barrière entre donc le sang et le liquide céphalo-rachidien, et qui est peu perméable aux protons. Donc l'effet direct de la concentration artérielle des ions H+, sur les chimiorécepteurs centraux, qu'on a vu être sensibles au pH, est donc insignifiant comparativement à celui des ions H+, engendrés par l'élévation de la PCO2 dans le liquide céphalo-rachidien, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le réflexe qui est déclenché par l'hypercapnie. L'accroissement de la ventilation, qui va survenir en réaction à une diminution du pH artériel, prend donc son origine non pas dans les chimiorécepteurs centraux, mais au niveau des chimiorécepteurs périphériques. Et en cas d'acidose, quelle que soit d'ailleurs l'origine de la diminution du pH artériel, l'augmentation des protons dans le sang artériel est détectée par les chémorécepteurs périphériques, donc ici en rouge, qui sont donc finalement sensibles aussi bien à la PO2 qu'au pH, et on l'a dit aussi un tout petit peu, ils sont très peu sensibles à la PCO2 artérielle. Alors du coup, ces chimiorécepteurs périphériques sont activés, ils vont répondre, ce qui déclenche en fait le même réflexe nerveux qu'on a vu tout à l'heure, le même que celui qui était déclenché par l'hypoxie, et qui va aboutir, comme tout à l'heure, à une augmentation de la fréquence et de l'amplitude de la ventilation. Alors le bilan ici de ce réflexe déclenché par l'acidose, c'est que cette hyperventilation permet ici d'augmenter l'élimination du CO2 sanguin. Et donc comme le CO2 est un donneur d'acide, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une façon évidemment d'élever le pH afin de le ramener à sa valeur normale. Donc c'est un réflexe qui permet de réguler rapidement, puisqu'il est entièrement nerveux, le pH plasmatique. Et donc finalement, les poumons ont un rôle dans la régulation rapide, dans la régulation réflexe nerveuse du pH sanguin par une régulation du dénominateur ici dans la loi d'Henderson-Hasselbalch, puisqu'ils interviennent ici dans les variations possibles de la PCO2, et c'est une façon évidemment d'influencer le pH du sang artériel. J'en ai terminé avec l'influence des stimuli chimiques sur la ventilation, et nous allons voir maintenant l'influence de stimuli mécaniques sur la ventilation, et je vais vous présenter un réflexe qu'on appelle le réflexe de distension pulmonaire ou réflexe de Hering-Breuer. Pour cela, on va démarrer avec l'expérience historique de Hering et de Breuer qui date de 1868. Alors Hering et Breuer sont deux physiologistes. Hering c'était un physiologiste allemand, Breuer était un physiologiste autrichien, et ils vont mettre en évidence ensemble en 1868 un réflexe de régulation de la ventilation. Ils vont en fait observer que chez un animal anesthésié, donc chez un chien ou un lapin, une distension pulmonaire brutale, suite à une brusque inspiration, va induire en retour une expiration. Et inversement, un affaissement brutal de leurs poumons, par compression de la cage thoracique de l'animal, va induire une inspiration. Et il note que ces phénomènes ne sont plus observés lorsqu'il sectionne les deux nerfs 10, donc lorsqu'il y a une section des deux nerfs vagues dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'agit donc ici d'un réflexe nerveux qu'on appelle désormais le réflexe de Hering-Breuer ou réflexe de distension pulmonaire. Et on peut reprendre ici cette expérience historique conduite par exemple chez le lapin en utilisant le pneumographe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, par rapport à ce dispositif, on va rajouter quelque chose. On va rajouter une tubulure latérale ici qui va être placée entre la canule trachéale et le flacon afin de faire varier la pression de l'air à l'intérieur des poumons de l'animal. Et on va regarder tout d'abord l'enregistrement du haut où on a ici provoqué une augmentation de la pression intrapulmonaire pour provoquer en fait une distension des poumons. Alors si on provoque une distension brusque, donc ponctuelle dans le temps, et bien à ce moment-là, on a un réflexe de Hering-Breuer qui se traduit par une inhibition des muscles inspiratoires, et cette inhibition est finalement à l'origine
de l'expiration réflexe que Hering-Breuer a observé et qui suit finalement la distension imposée. Alors ici, dans cette expérience, on va maintenir dans le temps la distension des poumons, donc on maintient cette augmentation de la pression intrapulmonaire, et on observe que dans ces conditions, ça provoque un ralentissement des mouvements respiratoires allant jusqu'à une véritable apnée. En fait, on voit que le tracé ici enregistre d'abord là l'augmentation de la pression intrapulmonaire, c'est-à-dire ce qu'on a imposé comme condition initiale, et puis dans un second temps, le tracé montre ici un véritable arrêt des mouvements respiratoires. Et lorsque la surpression imposée cesse, les mouvements de ventilation reprennent avec, on l'observe quand même pendant un moment, une amplitude qui reste supérieure à l'amplitude initiale. On a une reprise des mouvements ventilatoires normaux qui va intervenir finalement progressivement lorsque la pression intrapulmonaire a repris sa valeur normale. On va regarder maintenant l'enregistrement du bas. Alors ici, inversement, on va imposer une diminution de la pression intrapulmonaire qui provoque un abaissement des poumons. Et à ce moment-là, pendant cette phase d'affaissement des poumons, vous voyez qu'il va y avoir une accélération de la ventilation. Alors le tracé enregistre d'abord ici la diminution de la pression intrapulmonaire qui est imposée par l'expérimentateur, puis on observe dans un second temps cette accélération des mouvements respiratoires. Et puis lorsque la dépression imposée cesse, les mouvements de ventilation vont progressivement reprendre, d'abord sur un rythme un peu plus lent, avec une amplitude un peu supérieure aux valeurs initiales, et puis on va retrouver progressivement des mouvements ventilatoires normaux. Alors à partir de ces données, on peut présenter le réflexe de Hering-Breuer. En effet, chez les mammifères, une importante distension pulmonaire, notamment une importante distension au niveau des bronches et des bronchioles, va induire une diminution de la fréquence ventilatoire par l'intermédiaire d'un mécanisme réflexe, qui est le réflexe de Hering-Breuer. On peut d'ailleurs mettre en évidence ce réflexe lors d'une inspiration forcée très profonde. Dans ce cas, si vous expirez au maximum, irrésistiblement, l'inspiration va faire place à une expiration profonde, malgré la volonté que vous pouvez avoir de vouloir inspirer encore davantage. Et donc ce réflexe entraîne l'arrêt de l'inspiration et par conséquent entraîne la reprise de l'expiration. Ce réflexe de Hering-Breuer, c'est un mécanisme réflexe d'inhibition de l'inspiration déclenché par une distension excessive des poumons. Alors ce réflexe, on va le retrouver toujours sur ce grand schéma général. Tout d'abord, la détection du stimulus mécanique ici, ce sont des mécanorécepteurs, représentés ici en jaune, donc des récepteurs qui sont sensibles ici à une stimulation mécanique et qui sont très nombreux dans les conduits des poumons, notamment dans les bronches terminales, dans les bronchioles, dans le feuillet viscéral de la plèvre. Et lorsque vous avez une profonde inspiration, lorsque par exemple on a fait une distension des poumons dans l'expérience, cette distension pulmonaire va activer fortement ces mécanorécepteurs. Et à ce moment-là, vous allez avoir des influx afférents qui vont être conduites par des fibres nerveuses sensitives ici du nerf 10, donc du nerf pneumogastrique, qui joue donc ici un rôle sensitif dans cette boucle de régulation. Et Hering-Breuer avait montré justement que ce réflexe disparaissait si on sectionne le nerf 10. Par l'intermédiaire des fibres sensitives du nerf 10, l'information est acheminée au centre nerveux respiratoire bulbaire, ce qui va provoquer ici la fin de l'inspiration et par conséquent va entraîner le début d'une nouvelle expiration. Et au moment de l'expiration, les poumons se rétractent et par conséquent les mécanorécepteurs n'envoient plus d'influx nerveux inhibiteurs par le biais du 10 et du coup les centres respiratoires bulbaires permettent à l'inspiration de reprendre. Donc vous voyez, le 10 a un rôle bloquant ici, il envoie des influx inhibiteurs afférents lors d'une distension excessive des poumons. Alors quel est le rôle de ce réflexe? Eh bien en fait, ce réflexe n'est pas très important d'un point de vue régulatoire, il constitue plutôt un mécanisme de protection pour éviter une distension excessive des poumons plutôt qu'un mécanisme de régulation normale, notamment parce que le seuil
des mécanorécepteurs pulmonaires chez l'homme est très élevé. Il faut une stimulation importante pour pouvoir déclencher ce réflexe. Il s'agit ici d'une régulation mécanique de la ventilation par opposition à la régulation chimique de la ventilation que nous avons vu, où des stimulations chimiques intervenaient, la PCO2, la PO2, le pH. Mais attention, cette régulation n'est pas exercée en continu, elle est exercée seulement dans des conditions de distension excessive, conditions où le volume courant serait finalement grand. Alors, ça me permet, cette présentation du réflexe de Hering-Breuer, d'insister sur le rôle du 10 dans la ventilation. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler dans quelques instants. Le nerf 10, qui est représenté ici en couleur violet clair, le nerf 10, le nerf pneumogastrique, c'est en fait un nerf mixte, c'est-à-dire qu'il contient à la fois des fibres nerveuses sensitives et des fibres nerveuses motrices. Je vous reparlerai du nerf 10, notamment d'un point de vue de son rôle efférent quand on verra les régulations du cœur lors de l'exercice physique. Le nerf 10, c'est le seul nerf crânien qui s'étend au-delà de la tête et du cou et qui va jusqu'au thorax et même jusqu'à l'abdomen. Alors le contrôle de la ventilation, on vient de le voir, met en jeu le nerf vague en tant que nerf sensitif, et il repose en fait sur des neurones qui sont représentés ici, des neurones dont le corps cellulaire est situé au niveau des ganglions cervicaux. Les prolongements périphériques de ces neurones sont issus soit des mécanorécepteurs localisés dans les bronches terminales, donc soit au niveau des mécanorécepteurs, soit de récepteurs qu'on a vu tout à l'heure, qui sont localisés au niveau de la crosse aortique et qui sont les chémorécepteurs sensibles à la PO2 artérielle. Et les prolongements centraux de ces neurones, donc de ces neurones sensitifs du nerf 10, vont faire synapse avec des neurones des centres respiratoires du bulbe rachidien, et ils vont former avec eux des réseaux neuronaux complexes. Alors, on peut reprendre ici les deux réflexes qu'on a vus, le réflexe de Hering-Breuer et le réflexe déclenché par l'hypoxie. S'il y a une distension excessive des poumons, on a une stimulation ici des mécanorécepteurs. On a ensuite, par la voie nerveuse sensitive inhibitrice, un blocage des centres respiratoires, et avec une réponse par les nerfs moteurs, nerfs phréniques, on a une réponse ici qui est un blocage finalement de l'inspiration, une inhibition de l'inspiration. Et puis on peut, donc ça, le réflexe de Hering-Breuer, il est ici, là, voilà. Le réflexe de Hering-Breuer, c'est cette boucle là. Et on peut retrouver sous ce schéma, mettant en jeu finalement aussi le nerf 10, la boucle de régulation de la PO2 artérielle en cas d'hypoxie. En cas d'hypoxie, donc fort abaissement de la teneur sanguine en oxygène, vous avez une mise en action des chémorécepteurs, notamment ici de la crosse aortique, et les fibres nerveuses sensitives, vous voyez, qui passent par les ganglions cervicaux, vont venir ici activer les centres respiratoires et conduire à une activation de la ventilation. Donc je reprends, distension des poumons, ça bloque les centres respiratoires et du coup l'inspiration cesse, ça c'est le réflexe de Hering-Breuer. Hypoxie sévère, toujours fibres sensitives du 10 qui conduisent à une activation de la ventilation est activée et elle permet à ce moment-là de répondre à la forte diminution de la PO2. Pour terminer cette partie du cours consacrée à la régulation de la ventilation chez les mammifères, je voulais vous montrer l'importance des centres cérébraux dans la ventilation. Et pour cela, on va s'appuyer sur une expérience historique qui est l'expérience de Lumsden. On parle aussi de l'expérience des sections de Lumsden. Alors voilà ici la zone du tronc cérébral, ici c'est la zone de la moelle épinière. La partie supérieure du tronc cérébral est appelée le pont de Barol, la partie inférieure du tronc cérébral est appelée le bulbe rachidien. Et vous avez ici représenté d'une part les variations des mouvements respiratoires enregistrés par la technique de pneumographie, soit en présence de nerfs vagues, soit dans des conditions de vagotomie, c'est-à-dire quand les deux nerfs 10 ont été sectionnés. Lumsden va procéder à 4 sections différentes. Premièrement, la section 1 qui est la section au-dessus du pont, on l'appelle la section suspontique. Dans ces conditions-là, et en présence de nerfs vagues, eh bien vous avez une ventilation normale, avec un volume courant de base, un rythme normal. On parlera d'apnée,
c'est la ventilation qui nous sert de référence. Ça signifie donc que les centres respiratoires sont situés sous la section 1, c'est-à-dire dans le pont ou dans le bulbe, ou peut-être dans la moelle épinière. On procède toujours à la même section suspontique, mais ici, on va sectionner les deux nerfs 10. Et vous voyez que la ventilation devient anormale, elle est plus ample, le volume courant a augmenté. On voit aussi que le cycle ventilatoire est plus long, la ventilation est donc plus lente, la fréquence ventilatoire a diminué. Ceci montre que l'activité des centres ventilatoires qu'on recherche ici, cette activité est modulée par les nerfs 10. Et donc les nerfs 10 ont un rôle ici sensitif, un rôle afférent dans la ventilation. Le nerf 10, on peut dire ici par exemple, limite l'amplitude et la durée des mouvements respiratoires. Le nerf 10 a un rôle régulateur. Le nerf 10 est donc non pas nécessaire à la ventilation automatique, mais il a un rôle de contrôle qu'on avait évoqué tout à l'heure avec le réflexe de Ehrenbroer. Mais on voit bien qu'en fait le nerf 10 n'a pas un rôle moteur sur les muscles ventilatoires. On procède maintenant à la section numéro 2 qui est la section médiopontique, c'est-à-dire au milieu du pont de Varrola. En présence des deux nerfs 10, on voit que cette section provoque une légère diminution de la fréquence ventilatoire et une légère augmentation du volume courant, un petit peu comme dans la section précédente avec absence de nerf 10. Donc il existe dans la partie supérieure du pont, entre la section 1 et la section 2, un centre respiratoire qui n'est pas nécessaire à la ventilation automatique, mais qui, exactement comme le nerf 10, régularise la ventilation. Ce centre a été baptisé le centre pneumotaxique, et donc il serait localisé dans la partie supérieure du pont. Si on procède toujours à la section médiopontique, dans la section 2, mais avec en plus une section des deux nerfs 10, on observe une apnée en phase inspiratoire, une sorte de crampe inspiratoire, on parle d'apneusis, c'est-à-dire que la respiration dite apneustique est une respiration caractérisée par des sortes de spasmes inspiratoires qui sont interrompus de temps en temps par une brusque expiration. Donc une inspiration prolongée qui est ici visualisée par ce plateau dans l'enregistrement. Alors l'explication ici, c'est qu'on a perdu deux régulateurs fondamentaux qui étaient finalement plutôt des inhibiteurs de l'inspiration. On a perdu le centre pneumotaxique qui était entre les sections 1 et 2 et on a sectionné les deux nerfs 10. On va maintenant regarder la section numéro 3 qui est une section dite sous-pontique, c'est-à-dire elle passe entre le pont et le bulbe arachidien. Alors ici, que les nerfs 10 soient présents ou pas, on va retrouver une respiration rythmique. On n'a plus d'apneusis, mais on a une respiration qui est irrégulière, avec un volume courant, vous voyez, qui présente une variabilité. On a une ventilation qui est haletante. On va observer en fait une ventilation entrecoupée de nombreux soupirs. Il existerait donc, selon Lumsden, un autre centre pontique qu'on va appeler le centre de l'apneusis, le centre apneustique, qui serait présent finalement dans la partie inférieure du pont de Varrola et qui serait responsable de l'apneusis observée lors de la section numéro 2 avec vagotomie. Le centre apneustique serait en fait inhibé par la voie sensitive qui emprunte le 10, ce qui explique l'apneusis qui est observée lors de la section 2 avec vagotomie. Le centre apneustique exercerait, lui, contrairement au centre pneumotaxique, une action excitatrice puissante sur les centres inspiratoires. On verra tout à l'heure qu'ils sont localisés dans le bulbe. Le centre pneumotaxique, en fait, inhibe normalement le centre apneustique, et donc le centre pneumotaxique, qui est dans la partie haute du pont, empêche, normalement, dans les conditions habituelles, sans section, empêche l'action tétanisante du centre apneustique. C'est ce qui permet au centre pneumotaxique d'assurer finalement une ventilation normale. Et tout à l'heure, dans la section 2, sans nerf 10, donc on n'avait plus le contrôle par le 10, et sans le contrôle du centre apneustique par le centre pneumotaxique, bien du coup, le centre apneustique peut exprimer son action et il est alors responsable de l'apneusis. Alors l'existence de ce centre apneustique décrit par Lumsden est actuellement de plus en plus contestée. Il pourrait ne pas exister et sa mise en évidence pourrait naître
qu'un artefact expérimental. Mais si ce centre apneustique existe ici, dans le pont inférieur, son rôle ne serait de toute façon que secondaire, puisque une section sous-pontique, donc une section au-dessous finalement du centre apneustique, laisse persister une ventilation rythmique, une ventilation à caractère automatique. On va procéder maintenant à la section 4. On va parler ici d'animal spinal ou d'animal décérébré parce qu'il ne possède maintenant plus qu'une moelle épinière. On a en fait fait une section de tout ce qui était au-dessus de la moelle épinière. Et là, cette section numéro 4 va provoquer un arrêt respiratoire et donc la mort, que les nerfs 10 soient présents ou qu'ils aient été sectionnés. Donc les centres respiratoires qui sont régulés par le nerf 10 et qui sont responsables de la ventilation ne sont pas dans la moelle épinière. Et comme la section 3 a montré une ventilation qui persiste, quoique irrégulière, on en déduit que les centres responsables du caractère rythmique automatique de la ventilation sont des centres localisés entre la section 3 et la section 4, c'est-à-dire des centres respiratoires localisés dans le bulbe rachidien, et leur activité est placée sous la régulation des centres localisés au-dessus qui sont dans le pont de Varrola. Ces expériences montrent également l'importance des nerfs 10 dans la régulation du fonctionnement des centres respiratoires, ce que je vous avais déjà évoqué avec le réflexe de Hering-Breuer. Alors depuis ces expériences ici de Lumsden, les choses ont énormément avancé dans la compréhension des réseaux neuronaux qui permettent le contrôle de la ventilation au niveau du bulbe, au niveau du pont, et je vais vous présenter ici quelque chose d'assez simple par rapport à nos connaissances actuelles. Alors la ventilation chez les mammifères est une fonction végétative, automatique, qui nécessite l'activité des centres nerveux respiratoires bulbaires. Et le fonctionnement de ces centres respiratoires bulbaires, donc ici là, est ajusté par des réflexes nerveux de contrôle qu'on a évoqués. Le stimulus efficace étant surtout la pression partielle en CO2 dans le sang. Le pH intervenant aussi, on l'a vu un petit peu aussi dans ces réflexes. Alors le rythme de base de la respiration dépend de l'activité pacemaker d'un réseau complexe de neurones présents dans le bulbe rachidien et qu'on appelle le complexe Pré-Botzinger, qui est mentionné ici par ce cercle bleu. C'est en fait l'équivalent de ce qu'on peut trouver au niveau du cœur. Vous avez au niveau du nœud sinusal des cellules pacemaker qui sont responsables du caractère automatique des contractions cardiaques. Alors ce réseau que forme le complexe Pré-Botzinger constitue en fait un générateur central du rythme respiratoire. Et il contient des neurones dont l'activité autorhythmique est spontanée. Ce sont des neurones qui émettent spontanément des potentiels d'action, exactement comme les cellules du nœud sinusal dans le cœur. Alors ces neurones du complexe Pré-Botzinger se projettent sur d'autres neurones bulbaires, constituant en fait un réseau local très complexe. Le complexe Pré-Botzinger va entraîner les neurones inspiratoires du GRD, le groupe respiratoire dorsal, qui fait partie des centres respiratoires présents dans le bulbe rachidien. Le GRD, le groupe respiratoire dorsal, contient en fait les neurones actifs lors de l'inspiration, c'est-à-dire des neurones qui émettent des potentiels d'action pendant la phase d'inspiration. Et quand ces neurones inspiratoires du GRD sont actifs, eh bien ils vont stimuler les nerfs moteurs qui commandent les muscles inspiratoires, tels que donc le nerf phrénique, et donc ceci provoque l'inspiration. Et puis quand cessent les décharges des neurones inspiratoires, il y a un relâchement des muscles inspiratoires et du coup l'expiration passive normale a lieu. Par contre, en cas d'expiration active, la contraction des muscles expiratoires est entraînée par l'activité d'autres neurones, de neurones expiratoires, qui sont contenus dans un autre centre respiratoire bulbaire que forme le GRV, le groupe respiratoire ventral. Donc voilà pour l'importance du bulbe rachidien et des centres qu'il contient dans le contrôle de la ventilation.
Alors ces centres bulbaires respiratoires sont également soumis à de multiples influences, notamment les influences du pont de Varrolle, notamment les influences des centres du pont de Varrolle qu'on a évoqué tout à l'heure avec les sections de Lumsden, les centres du pont de Varrolle intervenant aussi dans la ventilation courante, dans la ventilation automatique. Ainsi, le rythme de base de la ventilation est harmonisé, régulé, contrôlé par les neurones du GRP. Le GRP, c'est le groupe respiratoire pontique qui est localisé, vous voyez, dans le pont de Varrolle et qui pourrait être finalement l'équivalent de ce que Lumsden avait nommé le centre pneumotaxique. Alors si la ventilation repose surtout finalement sur l'activité de neurones présents dans le tronc cérébral, on peut noter que des structures qui sont situées au-dessus du tronc cérébral vont également influencer la ventilation, exemple l'hypothalamus et le cortex cérébral. On va commencer par l'influence de l'hypothalamus. Alors vous avez un certain nombre de conditions qui peuvent moduler la ventilation, qui sont mentionnées ici, par exemple l'exercice physique, le sommeil, le chant, la toux, les variations externes de température, le stress, la déglutition qui bloque la respiration, la douleur, etc. Toutes ces conditions particulières vont moduler la ventilation. Je donne deux exemples. Tout d'abord, l'exemple des douleurs qui sont détectées, qui stimulent les nocicepteurs, où les émotions fortes et différents types de stress vont activer en fait par l'intermédiaire d'un système qu'on appelle le système limbique. Donc le système limbique, c'est un groupe de structures du cerveau qui jouent des rôles très importants dans les comportements, dans les émotions, comme par exemple dans l'agressivité, la peur, le plaisir, qui intervient aussi dans le phénomène de mémorisation. Donc la douleur, les émotions, les stress vont activer par l'intermédiaire de ce système limbique des centres de l'hypothalamus. Centres de l'hypothalamus qui vont eux-mêmes envoyer des signaux au centre respiratoire du tronc cérébral, ce qui conduit à moduler la fréquence et l'amplitude de la ventilation. Voilà pourquoi vous avez des variations de ventilation en fonction d'un certain nombre de conditions particulières. Le deuxième exemple, c'était l'influence de la température. En effet, on peut observer que le refroidissement brutal du corps peut vous couper le souffle et peut même causer un arrêt respiratoire, une apnée. Donc il y a une influence de la température et sur la ventilation. Alors vous vous souvenez, dans le chapitre 2, on a vu que l'hypothalamus était le centre intégrateur de la thermorégulation, qu'il était finalement en permanence sollicité, informé des températures du corps, température du sang et aussi de la température de la peau. Alors lorsque le corps est refroidi, eh bien l'hypothalamus en est informé et il va exercer un effet sur les centres respiratoires aboutissant à une diminution de la fréquence ventilatoire. Et par opposition, si la température du corps s'élève, c'est par exemple ce qu'on observe lors d'un exercice physique, eh bien là encore l'hypothalamus en est informé et il va à ce moment-là activer les centres respiratoires et on va observer une augmentation de la fréquence ventilatoire. Je vous traiterai dans la 5e vidéo du chapitre 7 l'influence de l'exercice physique sur la ventilation et la température du sang va intervenir. Voilà pour l'influence de l'hypothalamus. Quelques mots pour terminer ici sur l'influence du cortex cérébral. Alors bien que la ventilation soit un acte involontaire, qui est régi finalement par les centres respiratoires du tronc cérébral, on peut volontairement modifier la fréquence et l'amplitude de notre ventilation. Par exemple, vous pouvez choisir de bloquer temporairement votre respiration. Vous mettez en apnée volontaire. Ou au contraire, vous pouvez décider de forcer sur la respiration et de prendre par exemple une très profonde inspiration. Dans ces circonstances, ce sont des centres corticaux, notamment des zones du cortex moteur, qui vont être impliqués et qui vont en fait communiquer directement avec les motoneurones qui commandent la contraction des muscles respiratoires. Donc il y a une influence du cortex cérébral, mais qui va quand même rester mineure par rapport à l'influence des centres du tronc cérébral. En effet,
si vous décidez de vous mettre en apnée volontaire, ben, très rapidement, la PCO2 artérielle va augmenter. Et très rapidement, elle va atteindre une valeur critique qui va obligatoirement déclencher l'activation des centres respiratoires du tronc cérébral par le réflexe que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, le réflexe où il y avait un mode d'action du CO2 sur la ventilation. Et du coup, obligatoirement, ben, que vous le vouliez ou non, la ventilation va reprendre. Et du coup, ben, la fonction végétative contrôlée par le tronc cérébral ben, va finalement demeurer malgré l'ordre que vous essayez d'imposer par le cortex. Après vous avoir présenté la régulation de la ventilation pulmonaire chez les mammifères, nous allons terminer cette vidéo en abordant le contrôle de la ventilation chez les poissons. Et je vous parlerai essentiellement du contrôle de la ventilation branchiale chez les téléostéens. Et j'évoquerai aussi la régulation de la circulation sanguine dans les branchies. Le fonctionnement de l'appareil branchial des téléostéens illustré ici par la truite arc-en-ciel, ce fonctionnement est ajusté en permanence en fonction de deux types de paramètres. D'une part, en fonction de l'activité du téléostéen, et donc finalement en fonction de ses besoins immédiats en dioxygène, et d'autre part, le fonctionnement de l'appareil branchial est ajusté en fonction des variations éventuelles des conditions du milieu que rencontre ici le téléostéen. Alors comme un grand nombre d'animaux à respiration aquatique, les téléostéens ne sont généralement pas sensibles au dioxyde de carbone, mais ils sont au contraire très sensibles à une diminution de la pression partielle en oxygène dans l'eau. Et une diminution de cette pression partielle en dioxygène dans l'eau va provoquer une augmentation de la ventilation branchiale. Donc le paramètre essentiel impliqué dans le contrôle de la ventilation chez les téléostéens est la pression partielle en dioxygène dans l'eau et donc par conséquent la pression partielle en dioxygène dans le sang du téléostéen. On a pu mettre en évidence que les chimiorécepteurs qui sont sensibles à cette pression partielle en oxygène sont localisés au niveau branchial. Chez les téléostéens, le dioxygène est donc le principal facteur de régulation ventilatoire. Ainsi, des téléostéens exposés à un taux élevé de dioxygène vont réduire leur ventilation jusqu'à accroître leur pression partielle en dioxyde de carbone dans le sang d'une manière importante, d'une manière considérable. Alors, après avoir vu l'importance du stimulus ici, qui est la diminution de la PO2, nous allons voir le réflexe nerveux et les effecteurs qui sont impliqués dans cette régulation ventilatoire. La ventilation chez les poissons, que nous avons eu l'occasion d'étudier dans la précédente vidéo, c'est-à-dire finalement la circulation de l'eau dans les branchies, est donc placée sous un contrôle. Et il a été démontré que ce contrôle ventilatoire est d'origine bulbaire, exactement comme nous avions vu que le contrôle de la ventilation pulmonaire était finalement placé sous l'influence de centres bulbaires chez les mammifères. Et les effecteurs sont des muscles qui, par leur mise en jeu, vont comprimer ou dilater les cavités buccales et les cavités operculaires. C'est ce que nous avions eu l'occasion de voir dans la double pompe buccale et operculaire impliquée dans la ventilation chez les téléostéens. Donc là encore, exactement comme dans le cas de la ventilation chez les mammifères, les effecteurs sont des muscles. Donc chez les mammifères, les muscles c'était notamment le diaphragme, les muscles intercostaux. Ici, les muscles sont les muscles qui vont permettre de relever le plancher buccal par exemple ou le plancher de la cavité operculaire. Alors, il a été montré finalement que en réponse à une diminution de la pression partielle en dioxygène dans l'eau et donc finalement dans le sang, le rythme de contraction de ces muscles et donc finalement le débit à l'intérieur de l'appareil branchial se trouve augmenté. En fait, en réponse à un abaissement de la PO2, vous avez une accélération de cette double pompe ventilatoire. On peut noter que la diminution de la pression partielle en oxygène va entraîner aussi chez le téléostéen des réponses cardiovasculaires. Et notamment,
on aura en réponse à une diminution de la PO2, non seulement une accélération de cette double pompe ventilatoire, mais aussi un accroissement du débit cardiaque, et donc finalement une augmentation de la circulation du sang qui circule dans les lames et les lamelles branchiales. Et on a notamment un mécanisme de recrutement des capillaires sanguins par ouverture de sphincters locaux. Et donc finalement, ce mécanisme d'accélération non seulement de la pompe bucco-pharyngée, mais aussi de la circulation sanguine et du débit cardiaque, va favoriser l'extraction du dioxygène de l'eau par les branchies. Je vais maintenant évoquer l'influence de deux hormones antagonistes qui régulent la circulation sanguine dans les branchies. Les structures contractiles qui sont sensibles à ces deux hormones sont les cellules en pilier des branchies dont je vous ai déjà parlé dans la première vidéo du 7e chapitre. La première des deux hormones régulatrices à évoquer ici est l'arginine vasotocine, ou AVT, dont je vous ai déjà parlé dans le premier et le 3e chapitre de ces enseignements de physiologie animale. L'arginine vasotocine est une neurohormone de nature peptidique libérée par la neurohypophyse et elle va exercer sur les cellules en pilier des effets contractants qui sont ici illustrés sur ce schéma, ce qui par conséquent va réduire l'afflux de sang vers les lamelles branchiales et donc va réduire l'oxygénation du sang. Notons au passage que l'arginine vasotocine, en réduisant ici les échanges respiratoires, les échanges de gaz respiratoire au niveau branchial, va aussi réduire les échanges passifs d'eau et de sel, ce qui va réduire finalement les contraintes du biotope. Il s'agit d'un aspect qui a déjà été évoqué dans le 3e chapitre de ces enseignements, notamment dans la partie consacrée à l'osmorégulation. Et donc, on peut noter au passage une certaine incompatibilité de fonction dans la mesure finalement où limiter par exemple les contraintes hydrominérales conduit inévitablement aussi à réduire les échanges gazeux. Les cellules en pilier sont aussi des cellules très sensibles à l'adrénaline. L'adrénaline est une hormone produite par la glande interrénale des téléostéens et cette hormone est libérée sous l'influence de diverses stimulations, en particulier dans des conditions d'hypoxie, donc d'abaissement de la pression partielle en oxygène. L'adrénaline va exercer les effets opposés à l'arginine vasotocine. L'adrénaline va en effet provoquer une dilatation des cellules en pilier, ce qui est illustré sous cette partie du schéma, ce qui va entraîner cette fois une augmentation de l'afflux de sang vers les lamelles, et donc ce qui va entraîner une augmentation considérable de l'oxygénation du sang qui circule au niveau branchial. On peut noter que les cellules en pilier vont aussi se dilater sous l'influence directe de l'hypoxie. L'adaptation des poissons téléostéens à l'hypoxie mobilise les centres régulateurs bulbaires dont je vous ai parlé il y a un instant, ce qui entraîne non seulement une accélération de la double pompe ventilatoire, mais ce qui va entraîner aussi une accélération du rythme cardiaque, et donc une augmentation du débit cardiaque, et donc un accroissement de la dynamique sanguine branchiale. L'arginine vasotocine et l'adrénaline contrôlent aussi les échanges branchiaux en exerçant des effets sur les vaisseaux. Ce schéma, que nous avons déjà vu dans la première vidéo de ce chapitre 7, présente le système circulatoire d'un téléostéen et je vous rappelle par ce schéma que l'aorte ventrale est le vaisseau afférent au système branchial et que l'aorte dorsale est le vaisseau efférent au système branchial. Eh bien, on a pu mettre en évidence que l'arginine vasotocine exerçait un effet contractant sur l'aorte ventrale et sur l'aorte dorsale, ce qui, par conséquent, va réduire le débit d'irrigation sanguine, le débit de perfusion sanguine de la branchie, alors qu'au contraire, l'adrénaline
et ce n'est pas illustré ici sur ce graphe, va exercer les effets opposés à l'arginine vasotocine, c'est-à-dire qu'elle va au contraire finalement accroître le débit de circulation sanguine en agissant sur ces deux aortes. Ces effets de l'adrénaline et de l'arginine vasotocine sur les vaisseaux se surajoutent à ceux observés sur l'hémodynamique intrabranchiale que nous avons vu mettre en jeu les cellules en piliers débranchées. Notons finalement que l'arginine vasotocine va conduire plutôt à une diminution de l'efficacité des échanges gazeux respiratoires. L'arginine vasotocine en quelque sorte diminue la surface d'échange face aux contraintes hydrominérales et également elle diminue l'efficacité de cette surface vis-à-vis des échanges respiratoires. Et par contre, l'adrénaline va au contraire accroître l'efficacité des échanges gazeux respiratoires. Elle va notamment augmenter finalement la surface d'échange dans des conditions d'hypoxie. Pour terminer cette vidéo consacrée à la régulation de la ventilation chez les animaux, je voulais, dans un dernier paragraphe, faire un bilan des relations entre les modalités du contrôle de la ventilation et le milieu de vie des animaux. Je vous ai montré que chez les vertébrés à respiration aérienne, tels que les mammifères, c'était le taux de CO2 qui était le facteur le plus important dans la régulation de la ventilation pulmonaire. Je vous ai montré que le taux de CO2 était bien plus important que le taux d'oxygène dans le contrôle de la ventilation. Les vertébrés à respiration aérienne disposent de mécanismes de contrôle qui leur permettent de réguler précisément leur pression partielle en CO2 dans le sang artériel par des modifications, un ajustement de leur fonction ventilatoire. Et je vous ai montré l'existence d'un réflexe nerveux qui était déclenché par l'hypercapnie et qui aboutit à une augmentation de la ventilation pulmonaire afin de maintenir constante la pression partielle en CO2 dans le sang artériel. Par contre, chez les vertébrés aquatiques, nous venons de voir que c'était le dioxygène qui était le principal facteur de régulation de la ventilation branchiale. Alors comment expliquer cette différence? On peut reprendre les deux gaz, l'oxygène et le CO2, pour expliquer cette différence. Tout d'abord, le dioxygène. En milieu aérien, qui est un milieu riche en dioxygène, la pression partielle en oxygène est très rarement un facteur limitant de la ventilation. Et la pression partielle en oxygène de l'air inspiré ne varie généralement pas, sauf dans des conditions particulières comme la haute altitude, sur lequel on reviendra dans la 6e vidéo du chapitre 7. Donc en milieu aérien, la PO2, elle est finalement élevée et en même temps peu variable, stable. Par contre, en milieu aquatique, c'est exactement l'inverse. Parce qu'en milieu aquatique, la pression partielle en oxygène, elle est beaucoup plus variable parce qu'elle dépend d'un tas de paramètres. Elle dépend par exemple de la température. Et on sait que la solubilité des gaz diminue quand la température augmente. Ce qui explique par exemple que des eaux froides soient mieux oxygénées que des eaux chaudes. La teneur en oxygène va dépendre aussi, dans le milieu aquatique, de l'activité biologique, notamment en fonction de l'abondance du phytoplancton qui est, par photosynthèse, producteur de dioxygène. La teneur en oxygène dans l'eau va également varier en fonction de l'agitation du milieu aquatique. En effet, nous avions vu que le dioxygène diffuse mal en milieu aquatique, et s'il y a une agitation, ça va favoriser sa diffusion. Et puis on a vu que le dioxygène est bien moins soluble dans l'eau que le CO2. Donc en milieu aquatique, finalement, la PO2 elle est beaucoup plus faible qu'en milieu aérien, et elle est finalement aussi beaucoup plus variable. L'autre facteur que je voulais évoquer concernait le dioxyde de carbone. En effet, la pression partielle en CO2 varie très peu dans le liquide interne des animaux aquatiques. Nous avons vu par exemple que la pression partielle en CO2 chez les téléostéens était extrêmement faible et très peu variable, de l'ordre de 3 à 4 mm de mercure. Et ce sont des valeurs qui sont à la fois faibles et trop peu variables pour pouvoir servir de stimulus à la fonction
ventilatoire. Les animaux aquatiques possèdent ainsi des mécanismes de contrôle qui leur permettent d'ajuster leur ventilation à la pression partielle en dioxygène variable de leur milieu. Et si la ventilation branchiale convient bien pour fournir du dioxygène au sang branchial, elle convient évidemment aussi pour éliminer le CO2 du sang qui circule dans les branchies. Et dans la plupart des cas, la ventilation branchiale est en général suffisamment efficace pour permettre une bonne élimination du CO2. On peut dire que la ventilation branchiale est en général n'est pas le facteur limitant de l'élimination du CO2 chez les animaux aquatiques, et c'est seulement dans les rares cas où l'eau contient beaucoup de dioxygène que la ventilation est suffisamment réduite pour entraîner finalement une diminution importante, pour restreindre l'élimination du CO2. Notons aussi que, compte tenu de la forte solubilité du CO2 dans l'eau et de sa combinaison pour former de l'acide carbonique et des ions bicarbonate, le CO2 apparaît dans l'eau comme une variable trop fluctuante pour déclencher une régulation précise de la ventilation chez les animaux aquatiques. Ainsi s'achève cette vidéo consacrée à la régulation de la ventilation. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons l'étude de la fonction de respiration en abordant le transport et les échanges des gaz respiratoires. Nous décrirons notamment le rôle fondamental que joue l'hémoglobine contenue dans les globules rouges qui circulent dans le sang. Je vous montrerai que l'hémoglobine joue un rôle essentiel dans le transport du dioxygène. Et puis, j'aborderai aussi dans cette prochaine vidéo le transport sanguin du dioxyde de carbone. Je vous montrerai d'ailleurs que l'hémoglobine participe en partie aussi à ce transport du CO2. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour continuer avec vous ces enseignements consacrés à la fonction respiratoire.